Bonjour. Je me présente Louis-Charles Lanier, professeur à l'École de design. Au nom je vais laisser les gens admettre. Désolé, on a eu des petits problèmes techniques au début de la rencontre, mais ça se place. Alors, bienvenue. Au nom de l'École de design, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à on est rendu à la quatrième conférence cette année de la saison 2021-2022 des conférences ping-pong. Avant de vous parler de nos invités, quelques petites informations techniques. Donc, je vous rappelle que la conférence est enregistrée, bien sûr. Je vous invite à garder, comme c'est là, vos caméras et les micros fermés. Selon vos préférences, vous pouvez jouer avec l'affichage. Moi, je vous propose l'affichage intervenant. C'est celle-là qui va laisser le plus de place là, aux personnes qui vont vous parler ce soir. Je vous invite à travers la fonction converser de nous écrire si vous avez des questions. On ne va pas les prendre pendant l'échange, mais on va nous les colliger et on va pouvoir, suite à la présentation de nos invités, répondre à ces questions-là, avoir une période de questions à la fin. Donc, on vous encourage à, à nous laisser des questions tout au long là, de ça dans le conversé. Donc, la formule des conférences ping-pong, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec cette formule-là, c'est que l'école invite des diplômés issus des différents programmes du design, des différentes disciplines du design, à venir vous rencontrer, à parler un peu de leur parcours, à inspirer, on espère, l'ensemble de la communauté design, mais plus particulièrement nos diplômés, bien sûr, à voir comment leur avenir pourrait se transformer à travers le travail de quelqu'un d'autre. La formule ce soir est un peu changée. Habituellement, donc on invite une ou un diplômé à venir vous rencontrer et on les invite en retour à inventer quelqu'un qu'ils connaissent peu, quelqu'un qu'ils ont envie de découvrir. Donc, vous allez voir que ce soir, ce n'est pas tout à fait la formule, mais je vous en parle plus tard. Vous allez voir comment la formule est un peu changée, mais respecte tout à fait, je crois, l'esprit de cette notion-là de ping-pong. Donc, j'ai reçu des devoirs déjà. Il y a un changement ici de nos invités, Marie-Josée Lacroix et Patrick Marman. Je vais les présenter une courte biographie d'eux pour un peu mettre la table, si vous voulez. Donc, Marie-Josée, je pourrais en parler très lentement. Si j'en parlais lentement, on serait ici longtemps, c'est ce que j'essayais de dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Marie-Josée, bien sûr, diplômée du programme de design de l'environnement ici à l'école. Je vais laisser faire la date. Elle détient une maîtrise en sciences d'information spécialisée en design et en architecture qu'elle a obtenue de l'Université McGill et de Columbia à New York. Et Marie-Josée nous joint à un moment assez particulier. Après 30 ans, elle vient de quitter le poste de commissaire de design à la Ville de Montréal. Donc, pour elle, vraiment un passage vers quelque chose d'autre. Marie-Josée, en quelques dates, rentre en fonction en 1991 à la Ville de Montréal. Déjà, en 2004, l'UQAM lui décerne un prix de reconnaissance pour la famille des arts. Donc, déjà, au début de sa carrière, vous allez voir comment elle s'est prolongée après ça. L'année suivante, peut-être que l'UQAM anticipait cette chose, la création du bureau de design au sein de la Ville de Montréal. 2006, elle n'a pas chômé, l'équipe n'a pas chômé, désignation de la ville UNESCO, de Montréal comme étant une ville UNESCO du design, donc en 2006. Et c'est un travail constant. Donc, déjà 2016, il a fallu réappliquer pour avoir ça. Donc, encore une fois, la reconduction de la désignation en 2016. Elle reçoit un nouveau prix en 2017, le prix hommage dans le cadre des Grands Prix du design du Québec. Ça ne s'arrête pas là. 2019, un de ses grands chantiers, l'agenda montréalais 2030, pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture, donc un des grands projets. 2021, l'équipe ne lâche pas encore désignation de ville UNESCO du design. Donc, on a beaucoup de matière ici à discuter avec Marie-Josée. Donc, vous aurez compris que Marie-Josée était la première commissaire à la Ville de Montréal, qu'elle a été là pendant 30 ans. Le privilège qu'on a ce soir, c'est d'accueillir Patrick Marman, qui prend la relève, en fait. Donc, Patrick, lui, est détenteur d'un baccalauréat
et d'une maîtrise en architecture à l'Université Laval. Dès 2011, il a joint la chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal. Donc, on passe de l'architecture à quelque chose de peut-être plus large. Donc, il a œuvré, entre autres, à la création de projets de recherche par le design, dont le concours international YUL Montréal, YUL Montréal, Paysage en mouvement, donc vous avez sûrement entendu parler, et a participé à nombreux ateliers internationaux en design, Brésil, Chine et la France, et j'en passe. Il a été aussi membre du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement le Sud-Ouest et président aussi du comité Jacques Vigée à la Ville de Montréal. Il se joint en 2020 au bureau de design et maintenant prend la relève, si on veut. Fait que je vous inviterais, Marie-Josée et Patrick, à allumer vos caméras. Je vais vous épingler. C'est comme ça le terme technique sur Zoom et non pas un thème étymologique. Donc voilà, vous êtes là, tous les deux. Patrick, tu peux réactiver aussi ton micro, s'il te plaît. Ça devrait fonctionner. Donc, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que la formule a été un peu changée. En fait, le privilège que vous allez avoir ce soir, c'est non pas de voir deux personnes qui apprennent à se connaître, mais vous allez voir un peu le fruit de longues discussions, en fait. Hein. La fondatrice, la relève, ça fait plusieurs semaines qui discutent ensemble. Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va faire ça? Donc, au lieu qu'on s'assoie en live avec nous, on va bénéficier de cette réflexion-là qui risque d'être fort intéressante parce que vous voyez le bagage qu'ils ont tous les deux par rapport à ce projet-là. Donc, on a vraiment hâte de vous entendre. Et puis, on vous attend peut-être au détour à la fin avec des questions, si vous voulez bien. Donc, Marie-Josée et Patrick, merci d'avoir accepté d'avoir transformé cette formule-là, si on veut. Et puis, on vous écoute et puis on vous revoit. Donc, vous me ferez signe vers la fin quand vous voudrez peut-être prendre des questions là, du public. Donc, merci. À plus tard. Merci. Alors, bonjour, bonjour. Je ne sais pas si mon affichage est correct. C'est bien, Marie-Josée. Oui, c'est correct. Bon. Tout est bon. C'est bon, excellent. Alors, bonjour, merci beaucoup Louis-Charles, merci beaucoup Guillaume, merci Lucas, en fait, pour cette invitation qui nous fait énormément plaisir parce que, en fait, il y a un attachement profond de ma part à cette institution qui a été très, très marquante dans ma carrière. Et puis, c'est ça, on a décidé, comme tu le disais, Louis-Charles, d'un peu modifier la formule parce que je trouvais ça intéressant de aussi faire parler la relève et faire parler la suite, pas parler juste de ce qui a été, mais de ce qui s'ensuit. Et en fait, dans le fond, ce qu'on vise, peut-être juste pour asseoir nos objectifs dès à présent, en fait, on n'a pas de visuel. Il faudrait peut-être aussi vous dire tout de suite qu'on n'a pas de visuel pour ceux que ça va vraiment dissuader. J'aime autant comme le préciser. Et pourquoi on n'a pas de visuel, c'est que, bon, déjà, on est un peu des invités spéciaux, un peu particuliers par rapport aux invités qui ont précédé la session ping-pong. La plupart étaient des concepteurs, avaient une pratique professionnelle et pouvaient montrer l'évolution de leur projet, de leur pratique. Alors que nous, Patrick et moi, on est plus dans l'accompagnement de la commande, l'accompagnement de la pratique et la promotion de cette pratique. Et en fait, on aurait pu vous montrer les projets que nous primons, les projets de concours que nous avons accompagnés, mais c'est pas nous qui les avons faits, on les a juste accompagnés. Donc, on trouvait que c'était un peu difficile d'illustrer nos propos par des projets. Puis en plus, on a un respect inouï pour les designers graphiques, dont c'est le métier de faire des présentations graphiques de qualité. Et on voulait pas s'improviser et se substituer à cette compétence-là. Donc, vous allez avoir une conversation informelle entre Patrick et moi, et à travers laquelle on va essayer d'approfondir un peu nos parcours, puis nos motivations, puis qu'est-ce qui a fait que, dans le fond, dans mon cas, j'ai beaucoup aimé être fonctionnaire, puis j'espère vous communiquer ce goût pour la fonction publique.
Autre objectif qu'on s'est donné, c'est en fait essayer d'ouvrir les horizons parce que souvent les écoles de design, d'archi encouragent ou stimulent beaucoup les étudiants à aller vers la création, la conception, peut-être moins vers les métiers périphériques qui sont essentiels pourtant pour les praticiens, que ce soit pour préparer la commande ou pour promouvoir les talents. Donc, on va essayer de stimuler votre intérêt pour ceux qui cherchent encore quels seraient les débouchés suite à leur formation. Et donc, vous donner envie d'être fonctionnaire, mais aussi vous donner envie peut-être de travailler pour la ville comme client, répondre à nos appels et puis faire connaître le bureau du design et les défis à venir en espérant que vous aurez envie d'y contribuer. Donc ça, n'est-ce pas, Patrick, c'est à peu près ce qu'on s'est dit comme objectif. Et ben voilà, je pense que là, la formule, c'est qu'on se pose des questions. Hein? Et donc, je pense que la première chose, c'est un bloc un peu, on va revenir sur le bloc formation, n'est-ce pas? Ben oui, en fait, moi aussi, j'aimerais, avant de te poser une question, j'aimerais juste te remercier d'avoir pensé à moi aussi de l'invitation. Je pense que c'était vraiment amusant, d'autant plus que quand je suis rentré en poste il y a un peu plus qu'un an maintenant, moi, je m'attendais vraiment à travailler avec toi pendant quelques années au moins. Et ça s'est arrêté un peu brutalement, un peu court. Donc, ça a vraiment donné des occasions d'échanger au cours des dernières semaines. Là, puis on y a pris goût, je pense, vraiment. Donc, voilà. Donc, au-delà de la conférence d'aujourd'hui, je pense que c'était très, très agréable. Puis, effectivement, quand on me dit on va essayer de stimuler l'intérêt des gens qui nous écoutent là, pour peut-être des profils atypiques, des designers ou comment les habiletés de design peuvent être mobilisées ailleurs que dans que dans la conception. Je pense que tu en as un profil atypique avec cette double formation-là. Puis moi, ça m'a toujours un peu intrigué, là, et designer d'un côté et bibliothécaire de l'autre. Et puis, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu parles un peu comment, d'une part, comment c'est né ce mariage-là, comment l'intérêt de l'un pour l'autre, comment est-ce que comment on a utilisé ça dans une carrière de fonctionnaire aussi. C'est intéressant à voir là, comment ça t'a donné des idées, ça t'a donné un tremplin d'avoir et le design de l'environnement et la formation en sciences de l'information. On devrait dire bibliothéconomie, puis pour le petit gag, c'est que en fait, ça semble être un mot très compliqué pour plusieurs personnes, bibliothéconomie. Je suis capable de le dire. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique et puis et un peu, dans le fond, qui n'était pas vraiment planifié, en fait. Le design de l'environnement, pourquoi le design de l'environnement? En fait, j'ai eu la chance de tomber sur un prof en particulier extrêmement intéressant au niveau collégial que j'ai fait en France à l'époque. Un prof qui s'intéressait beaucoup à la ville et qui était hyper engagé, très, très, très engagé, et qui nous a fait lire des livres, Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Jean Baudrillard, en fait des sociologues, des penseurs qui réfléchissaient sur la société de consommation et les enjeux de développement des villes. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup stimulée, intéressée. Puis je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait de poursuivre mes études universitaires et de réfléchir à la question de la ville. Et la ville comme objet, mais aussi comme sujet. Donc, mais je ne savais pas trop où ça m'amènerait. Puis, bon, évidemment qu'au départ, je pensais que j'étais pour m'inscrire en urbanisme. Puis quand j'ai regardé le programme, le curriculum, c'était extrêmement réglementaire. Puis évidemment, ayant lu des sociologues, philosophes, sémiologues, c'était pas tellement le côté réglementaire qui m'intéressait, mais beaucoup plus l'aspect humain, derrière, en fait, une approche beaucoup plus axée sur les sciences humaines, moins sur la technique et moins sur le règlement. Donc, quand
par hasard, j'ai trouvé le cursus du programme Design de l'environnement. J'ai vraiment été super séduite par ce programme-là et j'ai pas regretté du tout cette formation-là qui, en fait, m'a permis de développer plusieurs convictions, bon, m'a révélé l'importance du design puis des designers, importance qui était pour le bien-être collectif, en fait. J'ai mieux compris ce que ça faisait dans la vie, évidemment, et comment ça avait une incidence sur comment ces professions du design, toute échelle confondue, parce que c'est la particularité de ce programme en design de l'environnement. On nous initie à toutes les échelles, de l'objet jusqu'au territoire, à la ville, au bâtiment. Donc, et ça m'a permis vraiment de voir jusqu'à quel point ces disciplines sont importantes et sont déterminantes sur la qualité de l'expérience des gens dans la ville, leur capacité de s'épanouir comme individus. Et donc là, et que c'était super méconnu. Et du coup, cette formation m'a donné beaucoup envie de contribuer à défaire les préjugés autour de ça, souvent perçus comme étant, c'est souvent des pratiques perçues comme étant un peu élitistes. Donc, c'est une formation aussi parce qu'on n'avait pas le droit de dire c'est beau, c'est laid. Alors, j'ai eu une formation qui m'a beaucoup remise en question parce que nos profs étaient extrêmement exigeants. Quand on jugeait d'un projet, on devait expliquer pourquoi on le trouvait bon ou pas bon. Et donc, le mot design ou le mot architecture n'égalait pas bonne architecture ou bon design. Ça allait pas de soi. Il y avait de la mauvaise architecture et du mauvais design. Et on nous a donné beaucoup de clés pour analyser les projets, pour avoir du jugement par rapport à ce qui nous était proposé, par rapport à ce qu'on faisait, un jugement un peu itératif. Et donc, ça m'a aidé un peu en fait, à forger ma définition sur que le bon design ou la bonne architecture, c'est pas nécessairement le paradigme Bolet, là, c'est pas mais c'est beaucoup en lien avec le contexte, le sens, les projets qui ont du sens là où ils sont faits ou pour qui ils sont faits, les projets qui ont une pertinence et qui sont justes. Et ça m'a suivi tout le long et c'est comme un espèce de combat que j'ai mené pendant plusieurs années pour essayer de partager cette définition de la qualité en design qui était très liée au contexte. Puis, donc ça, c'est pour le design de l'environnement. Ça a été vraiment donc cette capacité d'analyse, volonté de démocratiser le design, ça a été un des principaux legs. Puis pour la bibliothéconomie, ben pourquoi ensuite ne pas avoir pratiqué? Bon, oui, ben c'est sûr que j'avais pas beaucoup de curiosité technique, donc c'est déjà un gros problème a priori. Comment les choses sont produites, fabriquées, comment ça tient debout. C'est pas vraiment une culture que j'avais développée et c'était pas ma force, donc j'aimais mieux comprendre pourquoi on faisait ça que comment c'était fait. Ce qui fait que et donc, j'avais pas le profil j'ai pratiqué un peu, j'ai fait des stages avec Jacques Rousseau. On a fait un travail très intéressant sur une coopérative. Puis je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas tellement la conception, mais aller chercher toute l'information nécessaire à la conception. Donc, vraiment, la recherche de données, la recherche de précédents pour éviter qu'on répète les mêmes erreurs. Et puis, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était de documenter le projet puis de le diffuser. Fait que là, ça m'a comme un peu allumé. Puis là, je me suis dit, peut-être que... Puis je voulais pas me spécialiser dans une échelle, l'objet, l'architecture ou le bâtiment. Fait que j'ai fait bibliothéconomie pour être finalement documentaliste ou recherchiste. J'avais aussi eu des petites expériences avec le centre de design pour monter des expos, faire des recherches. Et j'étais passionnée par ça. Puis je me suis dit, tiens, je vais combiner mon amour de ces professions-là avec mon intérêt pour la documentation et et donc être au service de ces pratiques-là. Et j'imagine que ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui où on peut peser sur le bouton et on a toute l'information dont on souhaite. Non?
Non, mais c'est ça, on n'était pas à l'ère d'Internet, on était dans des grosses bases de données, tu sais, on cataloguait les affaires, on faisait de la classification. J'ai l'impression d'être un petit peu comme un dinosaure en parlant de ça, mais c'est vrai que l'évolution, l'accès à l'information ça a été révolutionné depuis quelques années. Donc, on parle plus, les bibliothécaires n'ont plus du tout le même métier. Mais il en demeure pas moins que cette formation m'a donné des compétences très, très utiles, très transversales sur comment structurer un corpus, comment organiser l'information, comment la chercher, mais aussi comment... j'ai fait aussi mon mémoire dirigé sur les besoins d'accès à l'information des professionnels du design et j'ai beaucoup réfléchi sur la production documentaire liée au projet, les dessins, etc. Puis, bon, donc, ça m'a donné quand même beaucoup de clés pour dire, ah, il y a et cette information-là ou cette connaissance-là, ça m'a été beaucoup utile au bureau du design pour travailler les cahiers de charges, les programmes en amont de notre commande, parce qu'il faut définir ce dont on a besoin, puis il faut donner la juste information aux professionnels pour qu'ils nous, enfin, pour qu'ils comprennent ce dont on a besoin et puis et les référents auxquels on aimerait qu'ils s'associent. Et dans le fond, la bibliothéconomie a aussi, d'ailleurs, peut-être juste un dernier point, ça a été très, très utile. Ben, ça se voit aussi dans comment on a mené tout le bureau, notre rapport à la diffusion, parce qu'on a systématiquement documenté ce que l'on faisait. On a monté des répertoires, des banques de données. C'était important pour nous de valoriser les talents et de les mettre de l'avant en montrant ce qu'ils font, donc en les répertoriant pour être capable de les référencer. On voulait aussi autonomiser nos collègues pour qu'ils soient capables de faire des concours sans nous. Donc, on a monté des cahiers de bonnes pratiques, des guides. Donc, ce souci pour la documentation vient beaucoup, ça a beaucoup... En fait, la bibliothéconomie, et c'est moi qui ai de la misère à le dire maintenant, a teinté en fait ce souci constant de documenter qui est un peu une marque de commerce du bureau. Et moi, je voyais aussi beaucoup de liens en t'entendant quand tu parlais sur la formation en design d'environnement et sur le jugement. Là, on ne pouvait pas dire ce qui était beau et ce qui était laid. Ça marque aussi beaucoup l'action du bureau où on nous demande beaucoup de dire est-ce que ce projet est beau ou pas, puis à quelque part, on refuse de le faire, puis on dit on va vous aider, on va mettre en place un processus qui va vous aider à, à faire un bon projet, à faire en sorte que le projet soit bon ou à identifier ses qualités ou ses aspects moins forts, mais ce ne sera pas nous qui va vous le dire directement. Donc, c'est Non, mais tu intéressant as de faire vraiment ça. raison. Tu as vraiment raison, Patrick, parce que, puis tu le sais, pour l'avoir déjà expérimenté là, depuis un an que tu es avec nous, c'est encore, il y a pour plusieurs au sein de la ville, puis même à l'extérieur, là, même on est souvent sollicité, tu sais, c'est un peu le bureau du design de la Ville de Montréal, ça pourrait facilement venir le bureau du bon goût, là. Qu'est-ce qui, tu sais, puis donc être sur les jurys, puis bon. Et ça, c'est vraiment une posture qu'on a toujours, toujours refusée parce que, justement, c'est pas à nous de juger de la qualité, mais c'est à nous de donner les clés pour et donner les outils, les conditions nécessaires pour tirer vers le haut la qualité des projets qui se font dans le privé. On peut récompenser mais c'est jamais nous. Hein. Si je prends l'exemple d'un projet de promotion qu'on a fait comme Commerce Design Montréal, c'était pas nous qui jugions des projets. Il y Le avait un jury, jury externe tout le temps qui déterminait parmi l'ensemble des propositions qui étaient déposées lesquelles méritaient d'être primées. euh, moi, ça m'intéresse aussi d'en prendre un peu plus sur le... Bon, tu étais un peu pionnière, tu as été la première commissaire au design en 91. Il n'y en avait pas d'autres dans aucune autre ville. Tu arrivais, le champ libre, tu t'assois à ta chaise le premier matin, puis on te dit qu'est-ce que tu fais? Et les premières actions étaient beaucoup sur la promotion du design, la promotion des designers, bon, les prix. On était une chose, les prix, quand on les gagne, ça vient avec un package promotionnel, si on veut. Euh, pourquoi, pourquoi tu fais ce choix-là? Pourquoi c'est important de le faire? De dire la première action qu'on fait, c'est d'abord, avant tout, faire de la promotion Peut-être qu'il des faut, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, ben, puis il y a plein de monde qui ne le savent pas, c'est que dans le fond, ce poste que j'ai occupé, là,
la première à l'occuper, commissaire au design, ça a été créé dans une perspective. D'ailleurs, ça s'appelle commissaire pour la petite histoire. Pourquoi on n'est pas la police du design, je le précise, parce qu'il y a plein de gens. On ne fait pas de commissariat d'exposition non plus. C'est vraiment commissaire parce que ce sont des postes qui ont été créés au sein d'une commission d'initiative et de développement économique qui était le bras économique de la Ville de Montréal au moment où j'ai été engagée. Donc, on n'avait pas de service de développement économique, c'était une commission et les gens qui travaillaient dans cette commission, c'était des commissaires. Donc, peut-être que ça dégonfle un peu la balloune, là, mais ça a l'air moins important, mais moi, j'ai toujours trouvé ça bien prestigieux, surtout quand on est là à l'international. Mais donc, ce poste-là a été créé en même temps qu'un poste de commissaire à la plasturgie, à l'aéronautique, etc. C'est qu'il y a eu 7-8 axes qui ont été 7-8 secteurs qui avaient été identifiés comme étant vraiment porteurs de la nouvelle économie à Montréal. À l'époque, dans les années 80, l'économie est désastreuse. C'est horrible, les commerces ferment, les talents, on a un exode des talents vers les États-Unis, vers Toronto, vers l'Europe. Donc, il y a un gros problème. Et la ville décide, le gouvernement fédéral fait une étude, dit qu'il y a 7 secteurs sur lesquels Montréal devrait miser, et le design en faisait partie, comme étant porteur pour le développement futur de la ville. Et dans les 7 secteurs, des postes de commissaires ont été créés. Et notre objectif, notre mandat, moi, quand je suis arrivée puis que je me suis assise sur la chaise en question, c'était, on m'a dit, il faut que tu développes ce secteur-là, il faut que tu développes le marché du design, il faut que tu développes les opportunités de travail pour les designers au sens large du terme, de façon à ce qu'on les retienne, de façon à ce qu'ils puissent vivre de leur métier. Et c'était vraiment dans une perspective de développement économique, beaucoup axé sur l'externe, le secteur privé, plutôt que de faire en sorte que les designers travaillent pour la ville. Ça, c'est venu après. Donc, première chose, donc comment faire? J'ai pas de budget parce qu'on n'avait pas aucun budget associé à cette mission, à ce mandat-là de commissaire au design. Donc, mon travail, j'ai dit, bon, comment je fais pour être complémentaire à l'action des gouvernements du Québec, du Canada, qui, eux, donnent des subventions ou des incitatifs aux entreprises. Tu veux engager un designer, je te donne de l'argent. Nous, on n'avait pas ça. Donc, finalement, il restait pas beaucoup. Bon, je pouvais offrir mes services gratuitement, ce qui était très différent de quand j'étais dans le privé. Donc, je pouvais accompagner tous les promoteurs, les gens, puis les aider à trouver des fonds, etc., puis exercer mon pouvoir d'influence. Mais au-delà de ça, alors tout de suite, je me suis dit, OK, je pense que le seul outil qu'on a, c'est de donner le goût aux entreprises de faire de la qualité en design en montrant les bénéfices qu'ils vont en tirer. Donc, en faisant la promotion des bénéfices associés à la qualité en design. Et donc, c'est par la communication vraiment. Bon, il y a une deuxième raison, je dois dire, c'est que ça vient avec la mission première, mais il y a aussi avec, j'avais, après avoir été formée, mes premières jobs, mais bon, j'ai travaillé donc comme documentaliste, monter des centres de documentation spécialisés en design, puis dont j'ai travaillé avec Ginette Gadouri au Centre Info Design, qui est un centre de design où, en fait, c'était comme un magazine 3D. Et puis, j'étais là pour monter le centre de documentation, mais l'équipe était super petite. Puis, j'ai vite pris plus de responsabilités. Puis, j'étais en charge de faire tout l'événementiel parce que l'enjeu, il fallait qu'on fasse venir du monde dans ce centre-là. Donc, il fallait avoir des stratégies de communication, d'événements, faire de la pédagogie. On faisait le mois du design, le mois du paysage, enfin, bon, des affaires de même. Donc, j'ai appris à monter des projets, trouver du financement, les vendre et faire la communication entourant ça pour attirer les gens pour qu'ils viennent et compagnie. Donc ça a été hyper précieux. J'ai appris sur le tas. Je n'avais pas de formation en relations de presse, relations publiques, mais ça a été extrêmement formateur, ce passage à InfoDesign.
Et j'ai eu envie, bien sûr, j'ai eu le réflexe presque automatiquement quand je suis arrivée à la ville, surtout qu'après InfoDesign, j'ai parti mon entreprise comme agence de communication, Deep Design, documentation, information, promotion, et qui avait pour but d'aider les designers et les architectes à rayonner, à se faire connaître et compagnie. Donc, forcément, quand j'arrive à la ville, j'arrive avec ce mandat-là, puis ces outils-là, je vais vers la promotion, puis je me dis, on va faire en sorte que, faute d'argent, on va aller en chercher dans le privé, puis auprès des gouvernements partenaires, puis on va monter des opérations de communication qui vont être basées essentiellement sur la promotion de la qualité qui se fait, puis la promotion par l'exemple, puis essayer de vraiment encourager les gens à suivre l'exemple de... Bon, alors je pense à Commerce des Angles, qui a été très fondateur, entre autres. En préparation, si tu me disais beaucoup que c'est important, pour faire la promotion comme ça, d'avoir eu une formation comme designer. Oui. De ne pas être quelqu'un qui est issu d'un autre milieu, que tu avais eu une vision particulière liée à ça. Donc, je ne sais pas si tu... Oui, c'est un peu délicat à partager parce qu'il y a peut-être des gens ici qui écoutent et puis qui n'ont pas de formation puis qui font de la promotion du design, auquel cas je ne voudrais pas du tout vous vexer. Mais de façon générale, je pense que de comprendre comment travaille un designer, quels outils, de quels outils ils ont besoin, puis aussi comprendre ce qu'on entend par design, architecture, par bon design et bonne architecture. Je reviens un peu à la définition. Je pense que la promotion, ça demande d'être fait avec beaucoup de soin, avec beaucoup de rigueur, puis on peut vite amplifier les préjugés plutôt que de les défaire. Je vous donne un exemple, les prix qui récompensent seulement les premiers de classe, ils sont importants pour faire avancer puis donner des exemples de là où la profession, ce à quoi on doit aspirer comme niveau d'excellence. Mais ce ne sont pas des stratégies tout à fait utiles pour développer le marché puis donner le goût au plus grand nombre de le faire parce que c'est souvent des exemples, ce sont des exemples tellement nichés, tellement exceptionnels que l'exceptionnel nous empêche un peu d'encourager du monde peut-être qui n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas encore la même culture du projet de design à en faire autant. Donc, ça, c'est pour illustrer que des stratégies de promotion du design qui sont destinées à démocratiser, à élargir, puis à donner envie au plus grand nombre de faire de la qualité, que ce soit un dépanneur ou un équipement culturel ou un restaurant, enfin bref, une école, ça demande vraiment, je pense, de bien comprendre les professions pour éviter de tomber dans des, je ne sais pas si c'est clair, comment je l'explique, des clichés ou et qui finalement pourraient nuire et puis renforcer finalement le côté élitiste associé à nos professions. Vraiment, dans une optique de démocratisation, je pense que c'est important, je pense. Ça. Moi, ça m'a animé toute ma vie, en tout cas, ça continue. Ma vie n'est pas finie. Il y a un autre volet qui me semblait important à comprendre, du moins pour moi, puis à aborder entre nous, c'est le fait que tout d'un coup, il y a un phénomène d'amplification. Tu es seul et tu passes assez rapidement à une équipe, là, vers 2004, 2005, 2006, à une équipe du bureau de design qui est assez forte. Ça se passe avant la désignation de Montréal UNESCO. C'est intéressant comment tu m'expliques ce changement-là, en fait. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé ce changement-là? Est-ce que c'était un changement dans la façon de faire les choses ou dans l'optique, dans le développement de ce qu'on faisait comme commissaire? Oui. Ça a été extraordinaire parce que, en fait, c'est vrai que, donc, j'ai été là 30 ans, et pendant la moitié, 15 ans, j'ai été la seule commissaire, réellement presque, 13-14 ans, à être la seule employée par la ville. Et puis, effectivement, par la suite, le bureau est créé, puis des postes sont créés. Des postes viennent avec 2 postes. On n'exagère pas, ça a monté à 6 après, mais... tout ça, ce qui a été déclencheur, c'est que, en réalité, pendant
toute cette première partie de, comme je disais, j'ai beaucoup plus travaillé à la promotion de la qualité en design auprès du secteur privé, la promotion et le rayonnement des designers montréalais, bourse du designer montréalais, des opérations qui mettaient en valeur le talent puis faisaient rayonner le talent. Et puis, au bout de 10 ans de commerce design, on a fait une grosse synthèse parce qu'on voulait passer à autre chose. Là, on avait vraiment travaillé très fort pour encourager les commerçants de tous acabits partout sur le territoire à reconnaître que des designers, ça pouvait être utile pour leur succès en affaires, mais aussi, donc c'est une opération qui avait eu beaucoup, beaucoup de succès et on a beaucoup analysé les retombées de cette stratégie-là et on a voulu la partager ces retombées-là, puis on a fait un colloque, le colloque Nouvelle Ville de design, qui a été très, très fondateur, où on a invité des villes, Stockholm, Saint-Étienne, avec qui on avait commencé à collaborer parce qu'ils avaient repris notre concept commerce design, Lisbonne et compagnie. Bon, et on est quelques villes et là, nous, on raconte notre histoire avec commerce design, puis on dit, ça a eu des retombées pour développer le marché pour les jeunes professionnels, on explique le truc. Et on était très fiers on avait vraiment documenté statistiques à l'appui, la portée et l'effet tache d'huile que ça avait eu pour améliorer les artères commerciales. Alors, et il y avait des journalistes dans la salle, dans ce colloque, et un journaliste en particulier assez influent a dit « Wow, c'est super ce que vous avez fait, mais comment ça se fait que Design Montréal, à l'époque, on était connus sous Design Montréal, les gens ne savaient même pas qu'on était au sein de la ville, là, des fois. Comment ça se fait que Design Montréal n'a pas réussi à avoir une même influence sur les projets municipaux? Comment ça se fait que vous travaillez juste avec le privé, tout ça. Et donc ça a titillé pas mal ma direction, évidemment, et donc ça a eu une incidence immédiate. Et on m'a demandé de développer un nouveau plan d'action, en fait, une stratégie qui non seulement poursuivait ce travail de sensibilisation puis de promotion auprès du secteur privé, parce que ça, c'était quand même hyper winner, puis ça donnait beaucoup de visibilité aussi, puis c'était quand même, ça avait du succès, ils ne voulaient pas qu'on l'interrompe, mais qu'on fasse de la promotion de la qualité en design au sein de la ville, auprès des gestionnaires de projets, puis auprès des... Alors là, à partir du moment où on a une fonction beaucoup plus municipale, interne, une légitimité de ce côté-là, ça devenait normal que la ville investisse davantage dans des postes et crée plus une petite unité, comme le bureau d'art public à l'époque, une petite unité qui était là pour accompagner, aider les fonctionnaires de la ville, ceux qui font du projet, du paysage, du design urbain, de l'architecture, etc. Et donc, c'est comme ça que le bureau est né. Et ça, moi, je peux dire que ça a été déterminant. Je me suis rendu compte à quel point c'était une mission beaucoup plus difficile que celle de la promotion, parce qu'on parle de changer des processus, de changer la façon dont on fait les projets. Et là, ça a été, comme toi tu le sais, mais comme quelques-uns aussi le savent, le début de notre travail de fond pour instaurer une pratique des concours d'architecture puis des concours de design, parce qu'on a dit la première chose qu'il faut qu'on essaye d'améliorer, on travaillait seulement par appel d'offres aux plus bas soumissionnaires, puis on disait, c'est pas comme ça qu'on va élargir l'accès puis qu'on va permettre aux jeunes d'accéder à notre commande. C'est pas comme ça qu'on va tirer vers le haut la qualité des projets parce qu'il n'y a pas d'émulation. Donc, on va essayer de promouvoir au sein de l'appareil cette nouvelle pratique et tout ça, de fil en aiguille, ça a pris beaucoup, beaucoup d'importance. Et au final, de faire rayonner sur l'extérieur, en fait, par l'exemplarité de la ville. On fait toujours la promotion du milieu, mais autrement. Puis, on fait toujours du développement de marché, mais par nos propres outils. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la première responsabilité d'une ville, c'est quand même, on ne l'a pas fait au début parce que je pense qu'on était un peu intimidés. Moi, j'étais un peu intimidée, puis je me suis dit, nul n'est prophète dans son pays. Je n'étais pas encore assez, de quel droit je vais commencer à défendre la qualité, alors qu'il y a plein de fonctionnaires qui défendent la qualité à la ville.
et qui en font. Il y en a plein partout, dans tous les services. Donc, c'était comme un peu délicat là, d'arriver puis de dire c'est nous qui, c'est moi ou c'est nous, là, parce que c'est devenu nous vite, qui détenons les grands secrets ou la grande formule pour faire mieux. Là. Fait qu'il fallait quand même qu'on commence à travailler puis finalement, qu'on fasse la connaissance de nos collègues beaucoup mieux, des processus villes, puis on travaille avec et finalement, il y avait une évolution nécessaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la ville, là, à partir de, je sais pas moi, 2005-2006, et encore plus quand on a été désigné Ville UNESCO de design, parce que là, le devoir d'exemplarité était directement lié à ce titre, à ce statut. Bien là, forcément que ben, on devait utiliser notre propre commande pour faire travailler les designers, puis développer leur marché, puis leur donner les meilleures conditions possibles. Fait que tout ce qu'on prêchait pour l'externe, on devait nous-mêmes le mettre en pratique à l'interne. Et si tu me donnais tes 2-3 bons coups, là, les meilleurs, ton top 3, Mon top de ce dont tu es fier? Mon top 3, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été très, très structurantes. J'ai toujours été super préoccupée par la pérennité de ce bureau-là parce que c'est quand même assez rare que une telle fonction dans une ville existe, qu'une telle équipe soit financée par une ville pour à la fois promouvoir et développer des outils et tout ça. Bon, tu sais, c'est pas... je pense qu'on peut saluer l'audace de cette ville de l'avoir fait, mais ça a été quand même des batailles parce qu'à chaque administration, il faut reconvaincre à chaque 4 ans, là, quand les gens changent au bout de 4 ans ou à chaque 8 ans. Donc, j'étais préoccupée par la pérennité puis le maintien de cette expertise-là parce qu'on commençait à développer une expertise de consultants qui travaillaient avec nous, mais aussi de commissaires qui commençaient à être embauchés au sein du bureau. Et c'était une grande, grande priorité pour moi que de maintenir cette mission-là active et valorisée au sein de l'appareil. Et je pourrais dire que les 3 meilleures ou les 3 choses dont je suis le plus contente dans ce contexte-là, ça a été effectivement, au-delà du succès de Commerce Design puis la reprise par 16 villes de ce concept-là, qui est un vrai, vrai bon coup là, en termes de laboratoire d'apprentissage de notre métier. Pour la ville, ça a été l'obtention de cette distinction, ce statut de ville UNESCO de design. Puis je me permettrais de dire que ce n'est pas une reconnaissance. Pour ceux qui ne le savent pas, on ne nous a pas dit « Wow, vous êtes super géniaux, vous êtes une ville de design internationale. » Non, non. Ville UNESCO de design, c'est avant tout une reconnaissance qu'on a tous les atouts, on a beaucoup, beaucoup de talents, on a des bonnes institutions, on a des bonnes formations et on a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que la ville soit une ville plus durable grâce au métier du design en les intégrant bien. Donc, ça vient avec, c'est un statut qui vient avec, c'est un projet. Moi, j'aime aussi dire, c'est comme un projet de design. Statut Ville UNESCO Design, c'est notre projet de design, le design de la ville avec les designers. Et on est une ville de designers, puis on veut devenir une ville où le design est de très grande qualité et le bien-être pour tous. Donc, Ville UNESCO de design, ça vient avec des engagements. Comme disait Louis-Charles, c'est renouvelé à tous les 4 ans. Et ça, moi, je pense que la ville prend ça au sérieux. La preuve, ils nous ont soutenus depuis ce temps-là. Ils maintiennent les budgets, ils maintiennent les effectifs. Et la mairesse, encore actuellement, a l'air d'être extrêmement motivée de vouloir utiliser ce réseau-là pour renforcer la présence de Montréal à l'international. Donc, c'est intéressant, puis ça pérennise l'action. Et c'est surtout un outil, moi, je pense, pour notre milieu, puis pour... Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je dirais l'agenda, mais ça, ça a été le gros, gros travail des dernières années.
de créer une politique qui dépasse, parce qu'on avait toujours des plans d'action pour le bureau du design. Mais là, on s'est dit, le bureau du design ne peut pas être le seul à porter et à changer les façons de faire, puis à essayer de convaincre, puis à changer les processus, puis tout ça. C'est l'affaire de tous, la qualité en design et en aménagement du territoire. C'est l'affaire de tous les services. Ça touche les ressources humaines, ça touche les méthodes d'approvisionnement, ça touche vraiment les méthodes de gestion de projet. Donc, il faut vraiment que cette mission soit portée, cette ambition de la qualité soit portée par l'ensemble des fonctionnaires de la ville et qu'on développe une culture plus partagée de cette volonté-là. Et donc, qu'on ait une politique qui assoit des engagements puis qui concerne tout le monde et auquel tout le monde doit répondre, et tout le monde à l'interne. Et cette politique a été adoptée. Ça a été vraiment un gros travail de coordination qui a impliqué tout le monde à la ville. On a consulté aussi le milieu et on a été précurseurs. C'est une politique qui est sortie, c'est un agenda qui vise et qui met en corrélation les objectifs de développement durable, notre ambition de la transition écologique, puis de faire une ville qui va faire face aux problèmes actuels, tellement d'actualité, et comment les designers et les architectes peuvent nous aider à atteindre ces cibles de réduction de GES, etc. Et puis comment on peut, dans nos processus, leur permettre de faire ça. Donc, un gros défi, mais un leg très important que j'ai refilé, évidemment, parce que l'agenda a été adopté juste avant la pandémie. Puis là, avec la pandémie, on a travaillé tous sur des urgences pandémie. Mais là, évidemment, l'équipe, Caroline, Émeric, Sylvie et Jacinthe, qui sont... Et toi, évidemment, Patrick, vous avez à maintenant mettre en œuvre tout ça. Bon, mais c'est sûr qu'au-delà de tout ça, et je finirai là-dessus, ce qui me rend le plus fière, là, c'est d'avoir développé le marché pour les designers et les architectes. En fait, d'avoir pu faire un peu une différence, mais c'est collectif, cette différence-là. Là. C'est vraiment l'œuvre d'un bureau, mais même d'une collectivité, parce que les associations, le milieu s'y est mis aussi, là, c'est pas... mais il y a du monde qui ont eu leur première commande, des Gilles Sautier, des Pelletier de Fontenay, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de monde qui ont eu accès à une première commande de la Ville de Montréal grâce à nos processus de concours. Guillaume a été boursier, on a eu la bourse Félix Lambert, il y a plusieurs Dikini, etc. Il y a beaucoup de jeunes designers qui ont eu accès à des bourses qui leur ont permis de rayonner et de se perfectionner. Donc, on a fait une différence et on va continuer de le faire. Et ça, en fait, ça a toujours été ça, ma volonté finalement de mettre de l'avant les professionnels plutôt que moi d'exercer, de permettre aux professionnels de rayonner et aux talents d'être connus. Puis je pense que ça, on y est arrivé pas mal. Enfin, il y en a encore plein, hein, mais bon. Fait que ça serait mes bons coups. Voilà. J'ai évidemment pris tout le temps, encore comme d'habitude. C'est ça. Non, mais voilà. Petite pression. On va essayer d'en faire autant. Mais tu sais, Patrick, ouais, mais c'est ça, c'est que moi, j'aimerais ça quand même qu'on prenne le temps. Puis Louis-Charles m'a mis tout à fait, on nous a mis tout à fait à l'aise qu'on puisse déborder. On ne sait pas si les gens ont l'air de nous suivre encore. Fait que on va continuer, mais surtout que la meilleure partie est à venir puisqu'on va parler d'avenir. Mm-hmm. Et on va parler d'avenir avec toi. Puis, tu sais, je parlais de relève, puis justement, pour moi, tu fais partie de la relève. Quand, en fait, tu étudiais en architecture à Laval, donc à Québec. Je ne sais même pas si tu connaissais le bureau du design, mais c'est ça, c'était une question que j'avais. Est-ce que tu connaissais le bureau du design pendant que tu étais jeune étudiant en architecture? Puis est-ce que cette mission-là t'a déjà allumé ou qu'est-ce qui a fait que, est-ce que tu avais entendu parler de nous de Montréal alors que tu étais à Québec? C'était le vieux débat.
Montréal-Québec. En fait, c'est étonnant. Puis en repensant à la question, je suis même souvenu que c'est, oui, d'une part, oui. Dès les années 90, on entendait parler de l'action de la ville de Montréal en design. Puis beaucoup à travers le rayonnement des prix Commerce Design Montréal. C'est sûr que c'était ça, la grande action phare dont on entendait parler. Puis il s'est adonné que à l'Université Laval, on nous formait beaucoup à s'intéresser à l'ordinaire, aux formes de la ville, au processus de fabrication de la ville. C'est très peut-être un peu plus loin, à l'époque, ça a peut-être changé depuis, mais c'était peut-être un peu plus loin de la grande architecture. C'était pas ce volet-là, mais c'était beaucoup plus le volet populaire, la dimension culturelle qui était. J'enlève le rayon. Je t'écoute. Le star. Et c'est à donner que moi, j'ai fait mon projet de fin d'études. C'était un centre commercial. Donc, c'était des commerces, un centre d'achat, pour parler. C'était très loin de ce que pouvait intéresser plein de mes collègues, mais il y avait une seule référence à l'époque sur l'intérêt commercial du design et de l'architecture. Puis c'était somme toute les prix commerce design. Donc, déjà là, j'avais entendu. Puis le hasard a fait aussi que j'ai continué à m'intéresser au commerce, mais dans un autre contexte, avec j'ai étudié la transformation puis l'architecture des commerces vietnamiens à Hanoï, qui s'intéressaient dans les maisons, dans les petites résidences, donc une forme un peu étonnante. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois, un peu par hasard, à Hanoï, à discuter de commerce et de l'importance du commerce pour une ville et de leur design. Donc, il y avait un peu de cet aspect de ce rayonnement-là qui était fort, qui était déjà présent. Après ça aussi, l'autre aspect sur lequel qui était très fort à Québec dans ce qu'on étudiait, puis qui, moi, m'a marqué beaucoup, là, puis qui a fait en sorte que j'ai continué à m'intéresser que j'étais rapidement connecté à ce qui est devenu le bureau de design faisait, c'est qu'on nous parlait de la ville comme d'un projet de design. C'est-à-dire pas d'un projet de planification, mais comme un projet de design. Puis on nous disait, on peut faire le design d'une ville, travailler en fait formellement. Puis ensuite, l'idée, c'est pas de travailler à la réalisation des plans et de vie de ce dessin-là, c'est de mobiliser de la réglementation, c'est de mobiliser des outils de la planification, mais c'est aussi de mobiliser les images mentales que se font les gens d'une bonne ville pour réaliser le projet dont on a fait la conception. Et donc, il y avait un peu une approche inversée du design où dans une approche traditionnelle, on va faire le design en premier, on va faire la planification en premier, puis le design arrive au bout. En tout cas, moi, j'étais sensible à cette idée que le design arrivait très, très tôt dans la démarche. Puis, encore là, dès que j'ai commencé ma pratique professionnelle, je m'intéressais beaucoup au processus qualité, comment on fait en sorte pour mettre en place des processus qui font en sorte qu'on arrive à qu'on encadre, en fait, la qualité. Et les cahiers des bonnes pratiques sont devenus des références très, très très tôt que j'ai vu, que j'ai eu accès, puis que j'ai vu qu'une ville pouvait vraiment agir là, de différentes façons. Mais en fait, on voit rapidement que processus qualité, le volet culturel, le volet international était intéressant aussi. J'avais étudié à Hanoï, j'avais étudié l'architecture en Turquie aussi. C'était une dimension qui m'intéressait beaucoup. Puis le volet communication aussi, tu en as parlé, moi non plus, j'ai pas fait beaucoup de communication, j'ai pas de formation en communication, mais de communiquer mon intérêt, puis de faire connaître, de faire apprécier par les gens l'intérêt du travail des architectes. Bon, dans mon cas, c'est les architectes, beaucoup pouvaient avoir une portée. Là. Très tôt dans ma formation, en fait, à l'école, j'ai organisé les conférences. Puis à Québec, on n'avait pas nécessairement tout, mais on a fait venir Gilles Saucier pour nous présenter son projet du commerce Orbit. À l'époque, il s'appelait Salon de coiffure, qui ne faisait pas très longtemps qu'il avait gagné le prix Commerce Design Montréal. Bon, il nous avait parlé de plein d'autres projets. Mais il y avait aussi
il y avait Pierre Thibault qui était venu présenter, puis ça avait vraiment marqué mes collègues, tu sais, l'imaginaire. Donc, Donc, le volet plus pédagogie, ça t'a toujours un peu… Et faire nourrir l'intérêt pour le design des gens qui sont autour de moi. Donc, encore là, le bureau était une référence parce que vous faisiez ça. Je vous regardais un peu de loin, puis de fil à l'aiguille, mais j'ai commencé à faire des concours à travers la chaire en paysage. J'ai eu l'intérêt des concours, puis là, ben, on s'est mis de façon plus directe. Tu n'as jamais eu envie de pratiquer, Patrick? Je l'ai fait de façon très, très courte, très, très brève au début. Ça, c'est peut-être l'autre. Toi, tu as parlé des années fin 80, début 90, quand il y avait de l'exode. Moi, j'ai commencé à étudier l'architecture à la fin de cette période-là. Ouais, j'appelais des gens, quelqu'un qui travaillait pour NBBJ à Seattle, puis, qui était québécois, qui avait étudié ici. Mais puis quand j'ai commencé à étudier, on nous disait, ben, c'était sur la première page des journaux, 60% de chômage chez les jeunes architectes. Tous les conseillers d'orientation disaient que c'est le pire endroit à aller étudier. Donc, on nous disait que c'était très fortement probable qu'on ferait jamais de l'architecture, puis qu'il fallait se faire tout de suite à l'idée qu'on allait avoir des pratiques non traditionnelles, puis qu'on allait pouvoir faire autre chose. Donc, je pense qu'on avait ça dans l'idée, que puis les conditions de travail n'étaient pas très bonnes. On a plein de collègues qui ont arrêté, même si c'était fini, là, il y avait du travail. Quand j'ai fini d'étudier, le retour de vague s'en venait. Mais ça fait en sorte que je me suis intéressé beaucoup plus à d'autres moments que le moment de la conception. Le avant la conception, qu'est-ce qui se passe, puis le après aussi. Et c'était très compliqué aussi faire les stages à l'époque. C'était de très longs examens qui coûtaient très cher. Donc, il fallait vraiment vouloir devenir architecte. Donc, très tôt, je me suis dit, non, moi, je vais ailleurs, puis je vais me spécialiser ailleurs, puis on va trouver une branche. Puis, alors, entre-temps, c'est ça, tu as fait autre chose, tu es allé travailler pour d'autres villes, je sais que tu as travaillé pour la ville de Longueuil. En fait, la fonction publique, qu'est-ce qui t'a attiré dans la fonction publique? Parce que dans le fond, il faut que je revienne à notre objectif qui est de convaincre les gens que c'est bien intéressant de travailler pour la fonction publique et qu'il y a moyen d'être entrepreneur aussi, puis de faire du débroussaillage, puis du démarchage. En fait, je te poserais peut-être une chose un peu mixte, c'est-à-dire c'est quoi l'attrait pour la fonction publique? Puis depuis que tu es là, parce que ça fait 1 an, tu as travaillé comme consultant pour nous pendant quelques années à l'externe, comme consultant externe pour nous aider pour coordonner des concours puis des programmes de concours. Mais ça fait 1 an que tu es au sein du bureau. Que tu regardes la mission, etc. Est-ce qu'il y a, la fonction publique comme tu l'anticipais, puis comme tu l'as vécu peut-être avant, versus ce que tu vis maintenant? Avant qu'on parle de la mission, puis comment tu vois le futur du bureau, j'aimerais ça quand même que ça m'intrigue. Je disais tout à l'heure que le projet de ville, ce projet de design, mais ensuite, pour se mettre en œuvre, il y a d'autres outils que les plans et devis puis la construction directe. Puis ces outils-là, à partir du moment qu'on s'intéresse, c'est les outils de ville. c'est les outils de la ville. Il y a pas... je l'ai vu très rapidement, les projets n'émergent pas s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur d'une ville qui a l'idée du projet, qui le conçoit, qui le prépare, qui le porte. Et ce rôle-là de la ville, et de tous les échelles gouvernementaux, là aussi, là, je pense que la ville a un rôle très grand sur asseoir des projets de façon précise et concrète sur le terrain pour modifier le territoire, modifier la façon dont les gens vivent aussi, là, et puis répondre aux enjeux qui sont criants. Donc, ça, je l'avais vu très vite. Puis, j'ai de l'externe beaucoup travaillé à développer des outils pour aider les villes à faire toutes sortes de projets qui s'inscrivaient dans cet esprit-là. Mais je voyais rapidement que quand on est de l'externe, on fait une étude. C'est super, on est très, très, très motivé à faire l'étude, mais il arrive toujours un moment où on la dépose, le contrat termine, puis nous retourne chez nous, puis ensuite, ça dépend
l'impact qu'on a, parfois on en a beaucoup d'impact, parfois on en a peu. On ne le sait pas, puis on ne le contrôle pas. Donc, toute bonne idée qu'on pourrait avoir quand on est de l'externe, on n'est pas capable de la mobiliser. C'est vraiment en étant à l'interne qu'on peut Et mobiliser là, cette idée-là. Et c'est là l'intérêt pour moi d'y être. ouais. Et c'est là où la notion d'entrepreneur, là, d'entrepreneurship, peut, parce que souvent on associe, on dit ouais, c'est impossible d'être fonctionnaire puis être dans l'entrepreneuriat au sein de la fonction publique. Mais bon, au-delà du fait de lever des fonds, d'aller chercher puis de convaincre nos collègues de financer des projets municipaux et des trucs comme ça, l'entrepreneurship, c'est aussi ça, c'est utiliser notre apport d'influence pour être des vrais agents de changement, être force de proposition, des vrais agents de changement, des processus, des façons de faire, et puis de faire une différence à l'interne pour shaker la façon de... Donc, c'est être des agents d'innovation aussi. Et c'est peut-être là aussi que d'avoir une formation en design, là, parlons de design de façon large, peu importe si c'est design, architecture ou une autre, est utile parce que, somme toute, le design, c'est un processus de résolution de problèmes. On nous offre un problème, puis on fait de l'idéation pour résoudre ce problème-là. On est capable d'utiliser cette démarche-là, cette capacité, cette compétence-là dans plein d'autres contextes, puis même si on voit un problème administratif, on a le réflexe de le déboguer, de le démarcher, de le travailler et de trouver des solutions. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir cette position-là. Et probablement que le bureau de design a une position un peu privilégiée à ce titre-là. Mais c'est ça, j'aimerais ça que tu nous parles maintenant, avant qu'on ait un échange avec ceux qui potentiellement ont des questions, puis qu'on puisse... mais j'aimerais ça que tu nous partages, en fait, on devrait dire partager avec nous, c'est pas pour parler français, que tu partages avec nous ta vision un peu de, justement, là, moi, je dis tout le temps, il y a eu un momentum, j'ai quitté aussi parce que je trouvais qu'il y avait un momentum, il fallait réinventer un peu l'action du bureau. La pandémie, la crise sanitaire, mais la crise aussi environnementale nous invite à faire un travail un peu différent au sein de la ville, même très différent. Comment tu vois justement le futur de ce bureau, le futur de ses missions, la mise en œuvre de cette politique, l'agenda? Est-ce que tu as eu... Bon, tu arrives, là, ça fait 6 mois que j'ai quitté, ça fait 1 an que tu es là, enfin, mais quand même, je pense que tu as déjà... vous avez déjà, avec l'équipe, mis les bases du futur, quoi, vers où vous en allez. On Et ça travaille serait intéressant de le partager un peu. On y travaille beaucoup en ce moment, je sais, ces bases du futur. Là, tout n'est pas encore canné, mais on y arrive. Moi, je pense qu'on n'a pas tout à fait pris encore la mesure, notamment parce que l'agenda est adopté, puis qu'il y a eu la pandémie, puis qu'il a fallu faire autre chose, puis on était occupé. On n'a pas tout à fait pris la mesure de la conséquence pas de la conséquence, mais de l'impact que l'agenda va avoir sur nous, sur notre travail, puis comment on remodèle les choses. Donc, puis il y a différents défis, je pense, auxquels on va être confrontés, puis qui vont nous amener à faire les choses, à poursuivre certaines choses, mais peut-être à les faire différemment. Le premier, c'est une des idées qui est vraiment au cœur de l'agenda. En fait, l'agenda nous dit que faut créer une demande sociale. C'est pas comme ça que c'est dit, mais je paraphrase un peu, mais qu'il faut créer une demande sociale envers la qualité en design et que c'est une des clés pour qu'il y ait des projets au final. Et que pour créer cette demande sociale-là, il faut sensibiliser les groupes, faut les former, à la limite même. Et donc, faut développer, l'expression la plus juste, c'est de développer la culture du design. Et bon, les activités de la promotion, c'était des activités de sensibilisation, c'était sûr. Donc, on en a toujours fait de la sensibilisation, mais il faut se questionner sur quel était le public qu'on rejoignait à l'époque. Est-ce que c'était le bon public? Je pense pour faire ça, pour créer une demande sociale, il faut aller rejoindre de nouveaux publics. On n'a peut-être pas tous les réseaux pour le faire. Donc, il faut s'appuyer sur des réseaux de partenaires. Donc, il faut monter
des liens, des partenariats pour faire de la sensibilisation autrement, pour varier, puis peut-être de façon peut-être un peu plus pointue sur, sur différents groupes, différentes clientèles, comme qui portent ce jugement de la qualité. Les CCU, c'en est un groupe, par exemple, sur lequel on pourrait s'intéresser, puis à, à les sensibiliser, puis à les mobiliser aussi pour faire la qualité, ou du moins pour encadrer la qualité. Mais il y a tous les gens qui font de la rénovation à Montréal aussi. Donc, il s'intéresse à toutes les autres façons de faire la sensibilisation. Là. Puis ça, puis même de la formation, puis de la formation interne à la ville, là, diffuser, d'être plus présent dans les arrondissements. Donc, il faut voir comment on est capable de le faire, ce volet de sensibilisation, de façon plus grande. Un autre défi, te dis, on a fait les concours. Les concours, c'était une démarche de qualité exemplaire. Je me suis mis à relever cette année, chaque fois qu'un bâtiment de la ville avait un prix, je le note dans une petite banque de données. Et depuis 6 mois, c'est incroyable. Juste encore, dans la semaine dernière, 2 projets de la ville sont en lice pour les prix d'excellence de l'ordre d'architecture. La place Monique Mercure vient d'avoir un certificat de mérite à Outremont, un certificat de mérite des prix nationaux de design urbain. Donc, ça, c'était pas un concours, par exemple, mais dans les prix de l'ordre, il y avait la migration du biodôme qui est un concours. Et je pense que l'impact des concours est très, très monté, mais ça démontre que vous pouvez aller voir sur le site Design Montréal. Là, c'est un processus d'exception, quoi. C'est un processus d'exception. Des concours, il y en a 2. Une grande année, peut-être 4. C'est pas tous les projets de la ville qui passent par concours. Et ce que l'agenda nous dit, c'est que la qualité en design doit être portée de façon transversale dans tous les services de la ville, pour tous les projets de la ville. Et donc, il faut s'intéresser aux autres façons d'introduire la qualité, que la qualité ne soit plus un hasard. Un hasard parce que le chargé de projet s'y intéresse, parce qu'il y a des conditions réunies qui font en sorte qu'on produit un projet de qualité, parce qu'on en produit quand même hors concours. Le deuxième projet, justement, qui est en nomination pour les prix d'excellence de l'Ordre des architectes, c'est la prise d'eau du canal de l'Aqueduc par Smith Vigeant. C'est pas un concours, mais c'est un projet de qualité. Donc, c'est de voir au-delà du concours comment on peut développer, aider les services, les accompagner, puis les inciter à faire de la qualité à toutes les étapes du projet, dans tous les types de projets. Donc ça, c'est un défi. Oui, puis on est plus au niveau des processus, des méthodologies ou des modes de gestion aussi de projet. Là, je pense qu'on est plus là-dedans. Et puis je pense que intérêt pour la définition de programme, faire un bon programme, parce qu'être client, c'est ça, c'est faire un bon programme. Puis ou même, il y a beaucoup de projets à la ville qui sont par des programmes. Là, j'utilise 2 fois le mot programme dans 2 sens différents, mais par un programme, c'est-à-dire que, par exemple, les bibliothèques, là, on décide de rénover plusieurs bibliothèques sur plusieurs années, donc c'est un programme de financement. Et donc, quand on réalise le même type de projet à plusieurs reprises, il y a un processus d'apprentissage qui est possible pour s'améliorer d'une fois à l'autre. Est-ce qu'on fait vraiment ce processus d'apprentissage-là? Bon, c'est sûr que les bibliothèques, ce sont des projets d'exception qui se réalisent par concours, mais on a d'autres programmes d'immobilisation. Je me permets de faire une parenthèse parce que tu dis le mot programme puis l'importance de faire des bons programmes, des bons cahiers de charges. Puis là, j'entends Caroline Dubuc, notre collègue, qui dit oui, on a vraiment besoin de gens qui rédigent des programmes, etc. Enfin, et qui sont, en fait, c'est même un appel aux futurs diplômés. On pense que la formation de programmiste, elle serait utile beaucoup pour les villes, pour les gouvernements, enfin pour tous les donneurs d'ouvrages, parce que la qualité d'un projet se définit beaucoup par un programme, on n'arrête pas de le dire. Donc, on va avoir besoin autant de gens qui font des programmes que des gens qui font des études d'évaluation post-occupationnelle. C'est peut-être aux deux extrémités. C'est important de s'y intéresser. Puis le troisième défi, là, il faut voir comment, là, on parle de la ville. Je pense qu'on est peut-être rendu aussi au retour d'ascenseur.
et de se réintéresser comment on encourage la qualité en design chez les privés. Et peut-être même l'innovation en design, comment le design peut avoir un rôle en innovation. Donc, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire comment on stimule l'innovation en design, comment on stimule des fournisseurs d'objets. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans les dernières semaines, on avait un avis d'appel d'intérêt pour connaître des fournisseurs qui avaient dans leur catalogue de commandes des objets pour l'aménagement temporaire d'espace public. Mais comment on les incite à avoir des produits dans leur catalogue qui sont de qualité, peut-être qui répondent aux enjeux de transition écologique, qui sont produits à partir de l'économie circulaire, qui sont durables, qui répondent à des nouveaux besoins, des nouvelles pratiques. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là à voir. Puis l'innovation design aussi, c'est peut-être aussi dans des nouvelles pratiques, des nouvelles pratiques du design. En ce moment, dans la ville, on va revoir notre cadre. En fait, la pandémie a fait en sorte que la façon dont on entre en relation avec les citoyens peut changer potentiellement, ou risque de changer. Et nous, depuis 2 ans, on a testé, on a fait des projets d'expérimentation au bureau de design en design de service. Donc, en fait, comment le designer peut être amené à réfléchir à l'expérience client, aux différents points de contact, au parcours usager par rapport à un service spécifique. Et ça, c'est un champ de pratique qui est en développement, dont on va avoir besoin à la ville. Puis il faut outiller, il va falloir donner des devis types, des cahiers de charges, avoir des listes de fournisseurs aussi qui offrent ces services-là, qui sont capables de faire. Donc, il y a aussi, dans cette question d'innovation en design ou d'innovation par le design, comment on a des fournisseurs, comment on développe le marché. Il y a quelque chose d'intéressant à regarder, puis qu'on est en train de mettre les balises pour y parvenir. Donc, c'est toujours la même mission, mais qui va s'approfondir à certains endroits parce que les choses roulent déjà sur les autres. Oui, ça, mais bon, c'est sûr que c'est de la musique à mes oreilles. C'est vraiment des choses. On espère vraiment, effectivement, que en fait, déjà, on a pu constater une retombée très positive de la pandémie. On se l'est dit en équipe souvent, c'est qu'on avait eu très peu l'occasion de travailler avec l'ensemble des services, des arrondissements. Et cette pandémie a fait qu'on a fait des appels à projets pour des aménagements temporaires un peu partout pour essayer d'aider différents arrondissements à réaménager de façon temporaire justement leur territoire. On a travaillé avec le service des bibliothèques pour revoir les parcours clients pendant la pandémie pour conserver l'ouverture des bibliothèques malgré dans un contexte de restrictions sanitaires. Enfin, bref, tout ça nous a amené à travailler avec beaucoup de nos collègues et je pense que plusieurs ont eu envie de poursuivre cette collaboration-là. Ça a été un côté très enthousiasmant de cette pandémie, très fatigant aussi parce qu'on a eu beaucoup de demandes, mais très prometteur et très porteur parce que dans l'objectif de partager cette responsabilité avec nos collègues de la ville et que le bureau du design se multiplie jusqu'à un certain point et puis et puis en fait, notre quête soit partagée, notre ambition soit partagée par plusieurs. Mais je pense qu'en tout cas, là, on a passé un cap important. Le bureau a passé un cap très, très important, selon moi, de reconnaissance au sein de la ville, reconnaissance administrative, reconnaissance par nos pairs et nos collègues des différents services. Et ça met la table pour puis reconnaissance politique, forcément, à travers tout le cheminement d'adoption de l'agenda pendant toutes ces années-là. Là. Alors, c'est sûr que le moment est un peu encourageant et propice pour qu'on aille un peu plus loin, que vous alliez beaucoup plus loin, moi.
pas on aille, mais que vous alliez beaucoup plus loin. Je ne sais pas, Et, Patrick, qu'est-ce que... Oui, tu veux ben, peut-être si on va plus loin, ça va être avec l'aide. Ça va être l'aide avec les gens qui nous écoutent. c'est C'est peut-être ça. intéressant de les entendre parler un Ouais. petit peu. On s'est dit qu'on aimerait ça vous entendre. Surtout s'il y a des étudiants parmi vous, comment est-ce qu'on a réussi à vous stimuler sur tout ce qui peut être fait comme fonctionnaire, comme designer fonctionnaire au sein de la ville. Donc, Ouais. voilà. Louis-Charles. Je me permets de me joindre à vous. Je pense qu'on est quand même un petit groupe ce soir. Je pense qu'on est beaucoup parmi des gens qui sont déjà assez convaincus de ça. C'est vraiment bien de vous entendre. Ces conférences ping-pong-là de l'école, c'est un moment de célébration pour nous. Là, on a vu complètement autre chose ce soir. C'est ce défi-là de passation, de voir comment les choses évoluent, puis de voir comment vous en parlez. Et moi, j'aurais vraiment aimé être là dans la première rencontre que vous avez eue aussi. Tout ce rapport-là, on a vu des traces de ça ce soir. Je ne vois pas de questions, mais si vous me permettez, j'en aurais deux, en fait, qui sont à peu près égales. En fait, qui parlent du même sujet. En fait, c'est l'évolution du bureau de design, où il était et où il s'en va. Si je comprends bien, il y avait eu au début beaucoup un axe de promotion. Ça serait peut-être ma première question. Et là, ça a migré, je pense, exactement où ça devrait, d'aller vers la commande, d'aller vers les concours, tout ça. Ça me fait réaliser que j'ai vraiment hâte de pouvoir aller m'asseoir dans ma bibliothèque de quartier, qui maintenant sont construits, qui sont le résultat de tout ce concours-là. C'est extrêmement concret. On veut des choses concrètes, ça, c'en est une. C'est Je me rends compte. laquelle? Moi, je suis à côté de celle de Rosemont, Marc Favreau. Alors, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Je viens de réaliser à quel point elle m'a manqué, cette bibliothèque-là. Mais donc, première question, est-ce qu'il y a une relève maintenant? Est-ce que c'est du journaliste du design? Comment on va faire la promotion? Moi, je pense que c'est bien que la ville, ça ne soit plus son mandat principal. Patrick, tu en as parlé déjà, la formation, tout ça, ça va dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il y aurait une façon de former une relève en journalisme du design? Est-ce que ça ne devient pas... Et qui pourrait faire ça si ce n'est pas le bureau de design qui le porte? D'une part, je prends la balle au bon. D'une part, je pense qu'appel à tous les étudiants, c'est-à-dire de vous prononcer sur la place publique. C'est peut-être la première chose, de vous prononcer sur la place publique pour vous insérer dans le débat de l'aménagement de la ville, c'est important. Le journalisme en design va commencer par le fait qu'on entend parler de design dans la ville, parce qu'effectivement, on est loin et ben, il n'y a plus la chronique forme qui existait à une certaine époque et le journaliste est moins présent et tout à fait. Ouais. Et il est important. Ouais. C'est pas du journalisme en design. Une des choses qu'on a fait, puis bon, c'est toujours un peu difficile de voir, mais l'année dernière, ça coïncidait un peu avec ton départ, Marie-Josée, puis mon arrivée, là, mais on a lancé l'appel à projet, développer une plus forte culture de design, là, où tout type de projet pouvait être lancé. Et c'était important pour nous que c'était la première fois que le bureau de design donnait des contributions financières à des organismes pour financer des projets de sensibilisation. Là. On ne l'avait jamais fait auparavant, puis c'est vraiment un jalon, puis c'est une chose qu'on va continuer. Donc là aussi, on peut pas dire, ça ne sera pas directement pour du journalisme en design, et notamment parce que le fait que dans ce genre de contribution, souvent, on est limité à fonctionner avec des OBNL. Donc, les projets qu'on peut appuyer sont des projets d'OBNL surtout. Là. Donc, il y a peut-être là, en fait, si on a des OBNL très forts qui s'intéressent au journalisme modériste, qui s'intéressent à la communication design, ben on va avoir peut-être un élément sur lequel on pourrait travailler avec le milieu de façon plus facile, plus direct qu'avec des entreprises privées qui font du journalisme, sur lequel, là, il faut faire on est limité dans les contrats, dans les demandes, puis on peut le faire de façon moins directe. De façon globale, Louis-Charles, je dirais qu'on a vraiment besoin de communicateurs, de gens qui sont capables
bien traduire les intentions d'un projet, bien les vulgariser, que ce soit dans des expositions, donc le travail de la Maison de l'architecture, mais aussi pour des non-initiés, c'est-à-dire que souvent, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a des bonnes institutions, mais qui sont très spécialisées, bon, et qui parlent peut-être plus à des gens qui sont initiés et qui veulent avoir plus de jus pour, alors, je crois qu'on manque encore d'organismes, d'individus qui sont, puis même de consultants pour le bureau, là, qui sont, qui ont des compétences, qui comprennent bien nos métiers, ces métiers-là, qui comprennent bien comment expliquer ce travail-là et le diffuser auprès de différents publics par différents moyens. Puis je trouve que l'appel à projet et en fait, cette façon que le bureau a trouvé de financer des OBNL, des associations, des centres, le centre de design par exemple, ou je sais pas, pour porter des projets qui visent à sensibiliser différentes clientèles, je pense que c'est le levier dont on dispose maintenant parce qu'on ne peut plus le faire directement. Donc, mais il y a des besoins. Il y a des besoins. OK. Donc, il y a un appel à nos étudiants à aller vers ça aussi. Hein? C'est le bureau de design et tout ça. Mais tu te rappelleras, Louis-Charles, que Sophie Gironnet a quand même fait un travail pour faire lever le journalisme en architecture. Elle a fait des résidences, un appel à projet, enfin des textes et tout ça. Donc, il y a eu des efforts dans ce sens-là, mais c'était plus archi que design. Bon, mais c'est pionnier, ça aussi. C'en est une pionnière, là. C'est quand même fou. Fait qu'on a des traces de comment on pourrait le faire, certainement. Oui, tout à fait. Et l'autre petit point, en fait, c'est peut-être dans nos souhaits. Je ne sais pas si nous, on peut le faire, le mobiliser, mais c'est que cette communication-là sur le design témoigne de la diversité des points de vue sur le design puis des designers possibles. Le milieu du design est peut-être à Montréal est peut-être encore un peu trop homogène, puis on parle d'un certain design et ça serait intéressant d'avoir le point de vue sur le design de quelqu'un qui habite Montréal-Nord. Tout à fait. Ou des extrémités de la ville, qui est toujours la ville. Ouais. Et donc, ça, c'est un souhait, c'est quelque chose qu'on aimerait voir émerger, si on n'a pas de cadre en place. Si vous me permettez, je vais aller avec ma deuxième question qui va dans le même sens. Puis là, peut-être ça va être difficile à répondre. Peut-être ça va être plus facile pour Marie-Josée que Patrick d'y répondre, je ne sais pas. Bon, le bureau de design a changé. Vers quoi il s'en va? On ne se le cachera pas, c'est un organisme municipal. Hein? On est placé là. Est-ce que la prochaine étape, c'est provincial? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça grandit? On a vu le concours des écoles et qu'est-ce qui arrive avec ça? À un moment donné, il y a des volontés politiques. Est-ce que ça, c'est une sphère qui existe déjà dans laquelle vous travaillez ou est-ce qu'on peut imaginer éventuellement qu'il y a non pas un bureau de design de la Ville de Montréal, mais un bureau de design de la province de Québec? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est envisageable? Et en fait, ce qui m'a fait penser à ça, Patrick, c'est quand tu as parlé d'éducation, de formation, de sensibilisation. Moi, j'ai toujours rêvé que éventuellement, on travaillerait avec le ministère de l'Éducation et qu'il y aurait un cours de design au primaire. Clairement, comme ça peut se donner, on n'a pas toujours besoin de se comparer, mais comme ça peut se donner en Europe. Est-ce que je mélange peut-être les choses entre le ministère de l'Éducation et la Non, mais ça touche. Ben, en tout cas, Patrick, tu pourras compléter, mais le bureau du design fait école. Ce que je pourrais dire en toute franchise, et on fait école, puis il y a beaucoup, beaucoup de villes qui nous appellent pour les aider à... ils reprennent... En fait, le nombre de fois qu'on a accompagné des concours qui sont faits par la ville de Laval, d'autres, Québec... Ville Saint-Laurent.
Saint-Laurent, c'est pas une ville, c'est un Ah, c'est vrai, c'est un arrondissement. arrondissement. Excuse-moi. Saint-Laurent, c'est notre arrondissement champion, un de nos arrondissements champions. Mais, et donc, déjà, il y a les outils ou le savoir-faire, l'expertise. C'est pour ça que je disais à quel point c'est important de garder cette expertise assez unique au bureau, là, et que ça serait donc une perte si on n'arrivait pas à la maintenir. Ben, cette expertise, elle est concentrée au bureau, puis elle est de plus en plus sollicitée par d'autres villes. Okay. Elle est aussi sollicitée par certains ministères. On a quand même, les cahiers des bonnes pratiques ont été, entre autres, financés conjointement avec le ministère de la Culture et la Ville de Montréal, en vertu de l'entente sur le développement culturel. Et ces cahiers ont été utiles et servis à d'autres maîtres d'ouvrage que la Ville de Montréal. Donc, le but, c'était vraiment qu'ils soient partagés. Donc, je te dirais qu'il y a, puis bon, il y a du travail avec l'Union des municipalités. Enfin bon, il y a une demande parce qu'un des problèmes qu'on a, et puis c'est réellement lié à ça, là, c'est intéressant, c'est qu'on voudrait, par exemple, que la loi s'assouplisse pour que le concours soit un processus réglementaire pour l'ensemble des villes. Mais le ministère qui est responsable de nous accorder des dérogations, parce que vous savez que la Ville n'a pas de droit comme ça. Et chaque fois qu'on fait un concours, on doit demander la permission à Québec parce qu'on déroge à la concurrence sur le prix. Bon, ça a peut-être évolué depuis 6 mois, mais je ne pense pas tant que ça, je l'aurais su. Donc, un des obstacles que le ministère nous évoque, c'est que toutes les villes n'ont pas de l'expertise comme le bureau de design à la Ville de Montréal pour aider qu'il n'y ait pas de débordement puis que les concours soient bien faits dans d'autres villes. D'où l'idée qui a été soulevée de potentiellement créer une plateforme un peu équivalente au bureau pour accompagner d'autres villes. Est-ce que ça se fait par ville? Est-ce que ça se fait par région? L'idée a déjà été soulevée, fait que Louis-Charles, tu n'es pas complètement... Et puis, nous, on a toujours été extrêmement généreux. La Ville a été, dans le Lab École, on a fait un travail d'accompagnement énorme des concours, les cahiers, etc. Ça a été reconnu. Je pense que Nicolas Marié, Denis, qui est un grand collègue à nous, qui a travaillé avec nous, ont utilisé cette expertise-là, puis nos outils. Donc, prenez-les, les outils, plus ça va être diffusé, mieux ça va être. Donc, moi, je dirais et il y a la fameuse politique de l'architecture du Québec, qui est la stratégie québécoise de l'architecture. Qui est sur le point, là, tout à l'heure, Patrick, tu pourras peut-être compléter, mais en tout cas, on l'attend, là, on y a contribué et on y a contribué beaucoup, puis on était sur le groupe d'experts et on espère que notre agenda, on a été la première ville à se doter d'une politique pour hausser la qualité de ce que nous faisons, ce qui est l'objectif de cette politique-là aussi, cette stratégie nationale. Cette stratégie nationale, elle vise à élever la qualité des bâtiments gouvernementaux, là, pas les autres. Fait qu'ils peuvent quand même pas mal trouver du jus dans notre agenda. Et en principe, on était comme une annexe de cette politique pour donner envie à d'autres villes de se doter des agendas particuliers ou de mettre en œuvre la stratégie nationale à travers leur propre contexte. Je ne sais pas où on en est. Enfin, le travail de collaboration, en tout cas, était très ouvert. Fait que, tu sais, tu n'es pas dans le champ, là, Louis-Charles. En fait, c'est qu'il ne faut pas poser la question en termes de changement d'échelle. C'est pas un changement d'échelle parce que le rôle au sein de la ville, il est présent, il est là, puis il sera toujours là et notre présence. Satellite, en fait. Mais l'idée qu'il y ait une plateforme provinciale, puis là, on a plein d'exemples aussi. Je pense qu'il faut le voir à l'international. Le Architecture Design Scotland fait un travail remarquable d'aide des municipalités d'Écosse à augmenter la qualité de leur projet, le cadre. Ils interviennent dans les écoles, comme tu mentionnais, parce que c'est dans leur mission de faire lever la qualité à l'échelle locale et régionale, mais partout sur un grand territoire. Donc, c'est plus la même mission d'accompagnement qu'on a pour la ville, elle est nécessaire ailleurs aussi. Et là, le provincial peut jouer un rôle à créer cette plateforme-là. OK. Fait qu'on va les attaquer de tous les parts. On va contaminer toutes les autres villes, puis après ça, ensemble,
on va se retrouver à améliorer Je vote pour toi. Je Ouais. vote pour toi. Nicolas. Oui, tout à fait. Écoutez, on arrive à 6h35. Je pense que merci énormément pour cette synthèse. Hein. Je pense qu'on ne retrouvera pas ça, cette synthèse-là. Moi, je pense que je vais avoir envie de revenir puis de regarder l'enregistrement de ça dans 3-4 ans pour refaire le focus. Où est-ce qu'on est rendu? Oui, c'est ça. Puis en tout cas, je me réjouis de la discussion que vous avez eue aussi. Hein? Oui. Marie-Josée parle toujours au on. Hein? Elle a dit le vous à quelques moments, mais c'est vraiment le on. Puis on te l'accorde, Marie-Josée. Hein, tu vas pouvoir parler au on toute ta vie quand tu parles du bureau de design, je pense. Hein? Je ne peux pas parler pour Patrick, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui t'est acquis. Puis, un peu tatoué. C'est un peu oui, On tatoué. l'accepte chaleureusement. Exact. Donc, merci énormément d'avoir été avec nous ce soir pour ça. Donc, on va fermer lentement. Donc, pour notre public, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite le 5 avril. Est-ce que je m'attends? Il commence à être tard. Oui, le 5 avril, exceptionnellement, ça va être un mardi. On va avoir la dernière conférence ping-pong. On reçoit cette fois-ci Marie-Josée Dupont de Blouin Dupont Architecte. Alors ça, je pense que ça va être une belle découverte et on va clore la saison avec elle. Donc, merci énormément. Merci à mes collègues bien sûr, de l'École de design, mais plus spécifiquement Amandine Alessandra et Guillaume Sasseville, qui partagent le travail du comité de diffusion de l'école avec moi et qui a fait naître l'année dernière cette série de conférences-là en pleine pandémie et la tradition continue, mais grâce à vous. Hein. Donc, merci énormément. Merci à vous parce que, puis même s'il y a des occasions d'aller rencontrer les étudiants éventuellement en personne, puis s'il y a du monde qui sont intéressés par ces métiers périphériques, hein, moi, en tout cas, j'ai du temps en plus, là. Ça me ferait vraiment plaisir de leur parler. Et non, mais vraiment, ça, je veux dire, c'est une invitation vraiment ouverte. Et puis, vous pouvez donner mes coordonnées. Ça me ferait vraiment très, très plaisir. On va se revoir bientôt comme ça. Ça tombe pas du tout dans l'oreille d'un sourd. OK. Alors, merci encore. Merci et beaucoup. à bientôt. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Bye.